Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette conférence sur les luttes environnementales à l'épreuve du clivage Nord-Sud. Alors que la crise et les défis environnementaux continuent de s'aggraver, il est devenu important, si ce n'est impératif, de s'intéresser de près à la manière dont les dynamiques impériales et coloniales influent sur les luttes pour la justice environnementale à travers le monde. Du Club de Rome dans les années 70 au récent rapport du GIEC, on ne compte plus les alertes lancées par les scientifiques, mais aussi par la société civile, les activistes, les enseignants et bien d'autres corps de métier quant à la nécessité d'une action urgente en faveur de l'environnement. Pour ne pas sombrer dans le pessimisme face à l'inertie politique qui nous est forcé de constater, il est primordial de donner davantage la parole à celles et ceux qui travaillent de près sur les luttes environnementales, afin de donner de l'importance à leur discours et de comprendre les leviers d'action qui vont être mis en place multilatéralement. Donc, Andreas Malm sur votre gauche, Malcolm Ferdinand et là aussi, sur votre droite, pardon, Malcolm Ferdinand et là aussi, et Paul Guillemert. Bienvenue à tous. Andreas Malm, vous êtes chercheur spécialiste de l'écologie politique et de l'histoire environnementale. Vous êtes auteur de l'Anthropocène contre l'histoire, le changement climatique à l'époque du capital, où vous proposez une analyse des racines historiques de la crise climatique, tout en mettant en lumière les liens entre l'impérialisme capitaliste et l'urgence climatique. Vous êtes également un fervent défenseur de la désobéissance civile radicale face à cette crise climatique. Paul Guillemert, quant à vous, vous êtes chargé de recherche au CNRS en droit de l'environnement et militant pour la justice environnementale. Vous êtes auteur de Terre et Capital pour un communisme du vivant et d'Exploiter le vivant et l'écologie politique du travail, dans lequel vous prenez une approche stratégique et collaborative, cherchant à travailler avec les États tout en visant à transformer les systèmes politiques et économiques existants. Et là, vous êtes chercheuse spécialiste des études postcoloniales et travaillant depuis une dizaine d'années sur les mouvements sociaux dans le monde arabe. Vous êtes entre autres l'auteur de l'article La tragédie de Derna, une catastrophe naturelle ou impérialiste, où vous mettez en lumière l'interconnexion entre États, stratégies impérialistes et leurs effets dévastateurs sur les humains et les non-humains. Malcolm Ferdinand, vous êtes chargé de recherche au CNRS en sciences politiques. Vous êtes spécialisé dans les études décoloniales et l'écologie politique, avec pour région de prédilection les Antilles et les Caraïbes. Vous êtes aussi l'auteur d'une écologie décoloniale, Penser l'écologie depuis le monde caribéen, où vous explorez les liens entre les dynamiques impérialistes, les luttes environnementales et les mouvements sociaux. Comme vous l'avez compris, votre conférence a pour ambition d'étudier les luttes environnementales dans les rapports Nord-Sud. Et lorsqu'on cherche la cause de la globalisation du système économique qui a mené à ce changement climatique, la dimension souvent cachée, est celle de l'impérialisme qui soit occidental, celui des nouvelles puissances émergentes. Donc je me tourne vers vous pour vous demander comment percevez-vous cette dynamique et quel impact pensez-vous qu'elle a sur les enjeux environnementaux contemporains. First of all, thanks so much to Hella and everyone who has organized this event. It's a great pleasure and honor to be here. Do you want to? No. So, when we ponder this question, it's difficult to not think about what's going on in Gaza. This is what's on top of my mind. Every day since October, it's the first thing I do in the morning. I check the latest news, the latest massacres. It's the last thing I normally do before I go to bed. If we try to approach the question of the nexus between imperialism and climate crisis, I think Gaza and Palestine in general is a good starting point, because there are a lot of different moments of articulation between imperialist violence and the climate crisis. And some of them are extremely visible in Palestine and what's going on there right now. First of all, and most generally and most obviously, the occupation of Palestine is a form of destruction. This has always been the case, but it's never been as conspicuous as in this moment. Palestinians have always, as their most fundamental political experience, suffered destruction at the hands of the Zionist movement and entity. This played out in 1948 typically by the armed forces, Haganah, Irgun and the others, storming Palestinian villages and blowing up the houses, often with families sleeping in these houses, and people lying dead in the rubble. Essentially the same kind of scenes that we're seeing right now, but on a vastly larger scale. The climate crisis, climate breakdown, is also a process of destruction. It operates differently, but that is at the core what it is. It is the destruction of various kinds of ecosystems.
And there is a kind of a scalar relation between the macro process of climate breakdown and the micro process, if you like, of the destruction of Palestine. And the two go together. Tout d'abord, merci aux organisateurs pour cet événement. C'est un grand plaisir d'être présent avec vous aujourd'hui. Cette question, quand on répond à cette question, il est difficile de ne pas penser à Gaza. Tous les jours, bien sûr, depuis octobre, matin et soir, la première chose que je fais, c'est que je regarde les informations pour voir les dernières informations des massacres. Le nexus entre l'impérialisme et le climat est intéressant, et Gaza est une très bonne porte d'entrée pour y réfléchir. Parce qu'elle catalyse des moments qui montrent l'articulation entre les deux. C'est particulièrement visible en Palestine par rapport à ce qui s'y passe. D'une part, les Palestiniens ont toujours souffert de l'occupation qui a été une destruction constante, et ce n'a jamais été aussi visible que maintenant. Les Palestiniens ont toujours souffert du sionisme. Par exemple, en 1949, avec l'attaque de Guéna, où des maisons ont été détruites avec des familles encore à l'intérieur et des corps jonchant le sol alors qu'ils dormaient. Aujourd'hui, nous assistons aux mêmes scènes, simplement à une échelle différente. La crise du climat est elle aussi une destruction des écosystèmes, bien sûr, avec des mécanismes très différents. Il y a des liens intéressants à faire entre les macro-processus écologiques d'une part et les micro-processus dans la destruction de la Palestine. Okay, and when it comes to what's going on in Palestine, to be honest, I'm not so surprised about what the state of Israel is doing, because this is expected. This is the kind of behavior that this state has always engaged in. But what I cannot really, or what somehow surprises me, probably because I'm naive, is how the world can let this happen day after day after day. So, for instance, you know about the flower massacre that happened in the Kuwait roundabout in Gaza City. There was a bit of an outcry when that happened. Since then, the Israeli Defense Forces have kept massacring people looking for aid day after day after day after day. So that now something like 400 people have been killed while waiting for aid. And the figures of the killing and the destruction coming out from Gaza are just mind-boggling. And I assume that you're aware of them, so I won't repeat them. But the question here is, how can this be allowed to happen? How can the production of death on this scale become so normalized that it just goes on and goes on and goes on? But this isn't very much of a puzzle when you think about it, because the climate crisis is structured around the same logic. There is a constant production of death through the climate crisis that doesn't stop capital from continuing to invest in fossil fuels. And I think that a central common denominator is that most of the people that die at the front lines of climate breakdown happen to not be white. For instance, there was the disaster in Derna, which I think Hella will speak more about because she knows the situation there much more than I do, when more than 11,000 people were killed overnight in the most lethal climate disaster we've had in recent decades. This happened on September 11. And by the way, the morphology of this event was pretty similar to the destruction of Gaza, in the way that people were killed in the middle of the night, and everything was turned into rubble. But this event, with just 11,000 people lives lost overnight, didn't leave much of a trace. There was a little bit of an attention to it briefly, but again, it entered the background noise of constant death in the global south that has become completely normalized. And it's the same with what's going on in the Mediterranean with migrants dying trying to cross into the EU, that this is just a kind of a death that we have become inured to, and that the West not only accepts but of course actively causes. So Western approval, not to say appetite for genocide in Gaza, is, I think, fundamentally of a piece with how it approaches the climate crisis,
where no matter how many people die on the front lines of global warming, we still see more fossil fuel projects, we still see even more capital being thrown into the production of fossil fuels, and this follows a similar logic. Et d'ailleurs, bon, je n'ai pas été surpris de la réaction de l'État palestinien, qui a toujours agi de la même manière par rapport aux événements. Par contre, je suis peut-être naïf, mais ce qui continue de me surprendre en permanence, c'est comment le monde peut laisser faire ce massacre. Et on a pu voir avec le massacre des fleurs, au Koweït et dans le centre de Gaza également, par les forces armées. Depuis, il y a eu des centaines de personnes qui ont été tuées simplement en cherchant de l'aide humanitaire à Gaza. Et je ne répéterai pas les chiffres ici parce que je suis sûre que vous les connaissez, ils sont absolument monumentaux. Mais finalement, on voit ici une normalisation de la mort qui peut être comparée à la normalisation des morts causées par la crise climatique. Et malgré cela, on continue d'investir des capitaux dans les énergies fossiles. À noter que la plupart des décès ne sont bien sûr pas ceux de personnes blanches. Et nous parlerons d'ailleurs, je vais laisser ma collègue en parler, de la catastrophe climatique qui a eu lieu à Derna, qui a été une des plus meurtrières, qui a eu lieu le 11 septembre, depuis des décennies. On constate une morphologie similaire dans ces événements. De nombreuses personnes sont tuées, puis il y a un petit remous médiatique qui attire un peu d'attention, mais ça ne laisse pas de trace finalement. Tout cela est noyé dans le bruit des morts dans le sud. On voit ça également évidemment avec les migrants qui tentent de rejoindre l'Europe en traversant la mer. Il y a une approbation occidentale, pour ne pas dire un soutien. Et on a l'impression dans les deux cas, à la fois pour la crise climatique et l'impérialisme, que ça n'a aucune importance combien de personnes meurent, puisqu'on continue toujours d'investir encore et toujours du capital. So, you could study the articulation between imperialist violence and the climate crisis in the past. I think it's a very important part of history of the current climate crisis, but we can come back to that later. You can also try to understand how these articulations might happen in the future when the climate crisis is managed somehow. But if we just look at one more aspect of this articulation and focus on one dimension, the present, which is the following. In the oil and gas sector, and particularly in the oil sector, the reserves closest to the imperial cores have long been discovered and mapped and explored and utilized. So the oil industry has to go farther and farther to find replacement deficits, oil reserves that can replace the old ones. And this entails a push into various frontiers that often entail imperial domination. And one case here would be the presence of Total in sub-Saharan Africa. Sub-Saharan Africa houses a lot of these frontiers of oil extraction. And Total, as you probably know, is aggressively pursuing oil and gas extraction. For instance, gas in the Cabo Delgado province in northern Mozambique, which has become virtually a colony of Total in recent years because of the insurgency that has happened there and because of the threat posed to gas extraction, where Total has come to play the role of almost a classical colonial company with very little, if any, media attention to it. Or the East Africa crude oil pipeline, I'm sure you're familiar with it, I hope so at least, which would be the world's longest crude oil pipeline. And this kind of imperial presence that French capital has in sub-Saharan Africa, and particularly in
eastern southern Africa. It happens at a distance from French politics. My hunch is, I don't live in this country, but I don't get the sense that what's going on in these countries is intensely discussed in France. Rather, the distance can create a false semblance of France actually being quite environmentally friendly, because it doesn't have, for instance, a coal-intensive electricity sector. It doesn't have oil or gas extraction within its own borders, like the US or Norway or the UK. Instead, all of this is outsourced to places like Sub-Saharan Africa, where it, of course, develops out of a long history of French colonial presence. ExxonMobil, I'm gonna stop. ExxonMobil has a similar situation with Guyana, which is the golden source of their profits now. A country that has been subjected to quite explicit imperial domination from ExxonMobil. And this is a pattern in the present where constantly increased extraction of fossil fuels on these frontiers renew various forms of imperial power. Nous allons continuer sur le sujet de la guerre. Madame Lucie. Alors, la guerre ou l'impérialisme, les deux ensemble? La guerre, l'impérialisme, les deux vont ça va ensemble, je dirais ça va ensemble. Donc, merci beaucoup pour cette organisation et pour cette invitation. Alors, je vais reprendre quand même deux éléments importants. Et donc, il y a beaucoup de choses qui ont été déjà dites par Andreas, mais je voulais quand même préciser, quand on parle de l'impérialisme, évidemment, c'est la conquête des entreprises par les nations occidentales. Historiquement, c'est la conquête économique, politique et aussi une hégémonie intellectuelle sur les pays du Sud. Et l'impérialisme est complètement associé au capitalisme, parce que c'est à travers l'impérialisme qu'on va pouvoir trouver du profit et accumuler le capital. C'est l'entreprise extractive du capital. Et donc, ce qu'a expliqué aussi Andreas, c'est cette extraction-là, elle est économique, politique, mais aussi elle est mortifère. Parce qu'on va tuer du vivant et du non-vivant dans cette partie de la planète. Ce que je voulais ajouter, c'est que l'impérialisme, quand on parle d'impérialisme occidental, qu'est-ce que c'est que l'impérialisme occidental? C'est aujourd'hui, c'est la consécration du pouvoir de l'OTAN, juste après la dissolution de l'ancien bloc soviétique et la conquête de l'OTAN d'autres anciens blocs soviétiques. Et aujourd'hui, quand on parle l'impérialisme dominant, c'est l'impérialisme occidental et notamment l'impérialisme des Américains. Évidemment, on peut parler aussi de la France, de la Russie post-soviétique ou aussi de la Chine et de l'Inde, mais pour moi, de mon point de vue, c'est des impérialismes secondaires. Maintenant, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Ce qui est important pour moi, c'est que l'ordre actuel impérial, ou le mode impérial d'habiter la Terre, a été mis en place par les nations ou les sociétés occidentales, et notamment aujourd'hui, on a encore une fois la suprématie américaine, et ça c'est important. Maintenant, j'enchaîne sur un exemple qui illustre justement le lien entre enjeux climatiques ou changement climatique et crise écologique et impérialisme. C'est l'exemple de Bernin. Personne n'entend plus parler de Bernin, ça a complètement disparu des radars. Et comme plusieurs catastrophes, le Congo, au Soudan, la Palestine, c'est bon. Je vais rentrer dans le débat de la Palestine. On peut expliquer pourquoi la Palestine on la voit plus dans les médias que dans d'autres pays, mais je vais parler de Derna. Alors Derna, ce qui est intéressant, quand on regarde la manière dont la tragédie de Derna a été rapportée dans les médias occidentaux, vous allez avoir toute la presse et tous les médias occidentaux, ils vont dire « Ah ben Derna, c'est terrible, c'est une tempête, c'est une preuve de plus du changement climatique et de ses conséquences néfastes sur la planète. » Les mêmes médias, un peu qui veulent offrir une explication un peu plus complexe, ils disent « C'est la rencontre du changement climatique et des états fragiles. » Et ils s'arrêtent là. Dans cette description des choses, ce qui est complètement invisibilisé, c'est là le rôle de l'impérialisme occidental et notamment l'action de l'OTAN en Libye. Alors je rappelle qu'on ne peut pas comprendre la tragédie libyenne, qui a causé plus de 11 000 morts,
sans comprendre l'histoire longue du colonialisme occidental dans cette région du globe, qui juste après les indépendances juste après l'indépendance de la Libye, il va être continué par une intervention occidentale non-stop. Je rappelle qu'il y a eu plusieurs moments avant la révolution de 2011 en Libye, il y a eu plusieurs moments de révolte qui ont ponctué tout au long de l'histoire libyenne. Et ces moments de révolte, les populations locales aspiraient à mettre en place un mode de gouvernement respectueux des désirs ou des désirs d'émancipation économique et politique locale. Et ils n'avaient pas forcément le modèle occidental en tête. Ils avaient une organisation tribale, ils voulaient la consacrer d'une autre manière différente, qui n'est pas forcément dans les canons de la démocratie occidentale ou du fonctionnement de l'État occidental tel qu'on voulait l'imposer. Après la révolution libyenne, il y a eu, bien évidemment, vous connaissez l'histoire, donc il y a eu une intervention de l'OTAN grâce à Sarkozy. Je rappelle quand même ici le rôle de la France. Sarkozy qui pousse l'OTAN à intervenir, et là on a eu, c'est l'intervention de l'OTAN qui a fragilisé l'État libyen, qui a détruit toute l'infrastructure hydraulique urbaine du pays, et on ne peut pas comprendre la tragédie climatique en Libye sans une articulation entre l'histoire longue du colonialisme, la manière dont ça a rencontré les logiques clientélistes et autoritaires locales, et puis les différentes offensives ou les différentes contre-révolutions menées localement et aussi menées par les puissances régionales, moyennes régionales et évidemment occidentales. Pour finir là-dessus, tout à l'heure, Andreas parlait de la question de la mort qui est consubstantielle quand on à la question de la destruction des écosystèmes, à la destruction nécessaire pour que le capital survive et qu'on puisse tirer du profit. Il y a deux phrases qui sont assez hallucinantes, qui résument la rencontre entre destruction mortifère du vivant et du non-vivant et la question de l'impérialisme. C'est deux phrases que je trouve particulièrement intéressantes. La première phrase, c'est celle de Hillary Clinton, après, quand on a tué Gaddafi, après son assassinat, elle vient et dit We came, we saw, he died. Cette phrase, à elle seule, résume tout ce que je viens de dire depuis tout à l'heure, parce que cette phrase-là a été interprétée par les populations libyennes, par les populations arabes et par de larges populations des pays du Sud de la manière suivante. Ils sont venus, ils nous ont tués pour se maintenir, eux, en vie. Et ça, cette interprétation-là, ce décalage du vécu de ce que c'est que l'impérialisme, résume à lui seul le décalage la fracture entre les pays du Sud et les pays du Nord. Une autre citation hyper importante qui marque ceux qui sont liés à cette région qui est le monde arabe, comme mon cas, c'est la phrase de Madeleine Albright. Madeleine Albright, après des milliers d'Irakiens tués à cause des sanctions, je ne parle pas de la guerre, des sanctions, l'embargo imposé sur l'Irak après l'intervention américaine là-bas. Après des milliers de vies innocentes tuées et détruites, elle dit le profit ou le prix en valait la peine. Cette phrase-là résume aussi, encore une fois, le lien entre capitalisme, colonialisme et impérialisme et la centralité de la destruction de la vie dans cette entreprise. Je m'arrête là. Beaucoup de choses ont été dites et donc du coup je vais essayer de rappeler quelques principes, quelques idées clés sur le rapport entre impérialisme, je vais ajouter un autre mot, celui de colonialité, guerre, environnementalisme et changement climatique. La première chose que je dirais pour prolonger les propos d'Ella, quand on parle de l'impérialisme états-unien, moi je préfère parler du mot états-unien plutôt qu'américain. Pour moi, l'Amérique désigne un peu un ensemble de pays. C'est que les États-Unis ne sont pas n'importe quel pays. C'est un pays qui a une histoire bien particulière et pas si différente de celle de la France. C'est un pays qui a été construit à partir d'une colonie. C'est une colonie qui, à un moment donné, a pris son indépendance. Colonie qui était une colonie patriarcale, esclavagiste, et en pratiquait pendant un ensemble d'années, de siècles, la traite négrière transatlantique.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le modèle hégémonique aujourd'hui états-unien qui est exporté politiquement, économiquement, y compris dans la culture, est un modèle qui, en son sein, contient une structuration de la société basée sur des principes coloniaux et esclavagistes et racistes. Ce qui fait que quand le modèle états-unien est exporté à travers ces différents canaux, on exporte aussi cette façon de penser le monde qui est une façon raciste. Donc c'est une réponse aussi à Angasman qui, de manière faussement naïve, effectivement, disait voilà pourquoi ce sont les personnes non blanches qui sont les premières tuées aux frontières du changement climatique. On voit bien qu'il y a dans la construction de l'hégémonie états-unienne, mais d'une modernité occidentale, on a un modèle qui a appliqué une hiérarchie raciste entre les peuples, plaçant les populations catégorisées comme blanches au-dessus et les autres en dessous. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point concerne la question proprement, on va dire, environnementale et, dans une autre mesure, climatique. Première alerte, il ne faudrait pas que le changement climatique masque toutes les autres différentes crises écologiques. Certes, c'est une crise globale, mais en fait, il y a différents types de problèmes écologiques auxquels nous sommes confrontés, y compris les pesticides. On a un gouvernement français qui aujourd'hui prolonge le glyphosate, y compris ce qu'on va faire des déchets nucléaires, y compris des ressources en eau. On voit ce qui se passe aussi à Sainte-Soline, etc., etc. Donc ça, désolé, j'ai perdu un peu mon fil de... Les pesticides... Voilà, donc voilà. Merci là. L'objet environnement est une construction. L'objet environnement est une construction moderne occidentale. Le mouvement environnementaliste moderne naît au milieu du XXe siècle, et c'est un mouvement qui, non seulement dans sa composition sociologique, c'est-à-dire dans les personnes qui vont composer les groupes militants, mais aussi les personnes qui vont penser, les groupes de chercheurs, les institutions, les disciplines scientifiques, sociologie de l'environnement, philosophie de l'environnement, économie de l'environnement, est une construction qui est aussi empreinte de ce racisme, y compris les espaces éditoriaux. Finalement, on va parler du mot environnement, ne sont pas indemnes de ce racisme. En fait, historiquement, il y a plein d'historiens de l'environnement, dont Dorceta Taylor aux États-Unis, Caroline Marchant également, qui ont montré qu'en fait, ces espaces, historiquement, depuis maintenant 80 ans, 60, 90 ans, où on pense la question environnementale, sont des espaces à l'intérieur desquels on a reproduit une forme de violence à la fois patriarcale et raciste, où, comme par hasard, les personnes racisées, les personnes non blanches, ne trouvaient pas leur place, se retrouvaient exclues. Et donc on produit finalement une compréhension de la question environnementale qui, comme par hasard, est dénuée d'une compréhension de la question raciale ou du racisme. Et puis, donc ça c'est la base. Et on arrive aujourd'hui à poser une question qui est complètement inverse en disant mais comment vous allez lier la question écologique à la question raciale? Comment vous allez lier la question écologique à la question coloniale? Alors qu'en fait la question il faudrait plutôt l'inverser. Comment avez-vous, au début, imaginé d'avoir une philosophie de la Terre et du monde? Pour moi, l'écologie, c'est ça, c'est la jonction entre la façon dont on habite la Terre et dont on peut faire monde. Comment avez-vous pu, en plein milieu du XXe siècle, c'est-à-dire juste au lendemain de notre mouvement d'indépendance, c'est-à-dire d'émancipation d'une forme de colonisation de différents empires, y compris l'Empire français, comment pouvez-vous avoir une réflexion sur la planète et sur la Terre et sur le monde qui, comme par hasard, fasse fi de cette histoire de violence coloniale, patriarcale, raciste,
et du coup faire comme si, un mot qui n'a pas encore été prononcé explicitement, même si ça a été parlé, abordé, etc., le mot des peuples autochtones. Les peuples autochtones. Quand Grassmann a parlé de Guyane, la destruction de la planète, des écosystèmes, n'est possible qu'à la condition de la domination de l'ensemble de peuples autochtones de la Terre, de la domination à la fois économique, écosystémique, politique, militaire, mais aussi une subalternisation, une marginalisation de leur savoir, de leur pensée. Ce que beaucoup de théoriciens d'Amérique latine, du Sud, mais aussi aujourd'hui en Hexagone et ailleurs, ont appelé la colonialité, c'est tout simplement ce rapport de domination qui est instauré avec l'ensemble de peuples anciennement colonisés, anciennement esclavisés, qui ne va pas s'arrêter uniquement parce qu'il y a eu une indépendance, qui ne va pas s'arrêter uniquement parce qu'il y a eu une abolition de l'esclavage, mais qui se prolonge aujourd'hui. Là, je vais terminer là-dessus. Cela signifie que la crise écologique, y compris la crise climatique, n'est pas... Et là, peut-être, tu vas avoir une petite différence avec le propos d'André Grassmann. Il ne s'agit pas d'une analogie. Il ne s'agit pas de la logique climatique, la crise climatique reproduit la crise politique coloniale que l'on voit à Gaza. Non, ce n'est pas une analogie, mais c'est une même logique qui guide. Ce qui fait qu'en fait, quand on parle de crise climatique, il faut comprendre que c'est une crise climatique qui a été colonialement construite et que la façon d'y faire face est tout aussi coloniale. Donc, construction coloniale dans les causes des enjeux écologiques, comme dans les conséquences et comme dans les façons de gérer ces conséquences. Bravo, je suis très content d'être là et parler avec vous toutes et tous. Alors bon, évidemment, c'est difficile d'intervenir après les trois précédentes interventions sur la question de l'impérialisme, mais en fait, on ne risque pas de se répéter en même temps. Quand on essaye de penser l'histoire des rapports entre impérialisme, capitalisme et crise écologique, il y a tellement de choses à dire que la répétition ne risque pas d'avoir lieu. Je voudrais juste partir d'une phrase qui a été prononcée en juin dernier par Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, dans une conférence qu'elle tenait au Brésil avec le président Lula. Au cours de cette conférence, elle a eu cette phrase « L'Europe est de retour en Amérique latine ». L'Europe est de retour en Amérique latine. Il n'y a que les technocrates européens pour assumer avec autant de froideur cynique l'histoire de la colonisation et l'histoire coloniale du capitalisme. Il faut bien entendre ce que ça veut dire. L'Europe est de retour en Amérique latine, ça veut dire qu'on reconnaît très bien que l'Europe a déjà été en Amérique latine, elle y a été pour le grand pillage colonial qui a permis de lancer le capitalisme en Europe occidentale. Donc elle y a déjà été, non seulement cette histoire est assumée, mais en plus cette histoire doit se poursuivre. Cette histoire doit se poursuivre pourquoi ? D'abord pour des raisons strictement économiques. Il faut fournir aux entreprises capitalistes européennes des parts du marché. Des parts de marché notamment des ressources naturelles, des parts de marché extractivistes. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces parts de marché extractivistes, c'est pas que pour soutenir le capitalisme fossile. C'est aussi pour soutenir le capitalisme vert, le capitalisme de la transition énergétique. Là, je reprends exactement ce que disait Malcolm il y a un instant. C'est pas simplement l'histoire du capitalisme qui est liée au colonialisme et à la crise écologique, mais c'est aussi son devenir, son affirmation, sa pseudo-affirmation de transition énergétique. Parmi la répartition des marchandises, des ressources que Ursula von der Leyen voudrait que les Européens puissent s'approprier, il y a par exemple le lithium. Elle a assuré aux entreprises européennes qu'elles pourraient rivaliser avec les entreprises chinoises et les entreprises américaines dans le fait de récupérer du lithium nécessaire à faire des batteries électriques pour assurer la transition énergétique en Europe. Donc en fait c'est intéressant parce que ça signifie qu'ils sont tout à fait conscients, les dirigeants européens, du fait que la transition énergétique repose sur un impérialisme écologique. Il n'y aura pas de transition énergétique telle qu'ils la pensent
une transition qui vise à l'augmentation de la production pour le profit, s'il n'y a pas en même temps une poursuite des politiques impérialistes à l'échelle mondiale. Et il se trouve que dans le même mois, le mois de juin 2023, en Argentine, dans la province de Jujuy, qui est une province qui est animée par de nombreuses luttes depuis de nombreuses années, menées à la fois par des ouvriers, des organisations politiques de gauche et des populations autochtones, est passée une des constitutions les plus réactionnaires, les plus autoritaires dans la région, qui prive une grande partie des gens de leurs droits politiques, sociaux, économiques. Donc en fait, ça signifie que la transition énergétique, j'ai vu plein d'affiches là dans les halls de Dauphine sur la manière de penser la transition, sur le fait qu'on allait pouvoir faire de la finance verte, développer des techniques qui allaient nous permettre de réorienter un peu nos économies, tout ça. Mais en réalité, cette transition énergétique-là, elle a un fondement, une possibilité, une condition de possibilité, c'est la poursuite de l'impérialisme écologique, qui est l'impérialisme historique des mondes européens. Donc en fait, aussi, il faut voir ce que ça dessine en termes de monde, de scénario. Je me lance dans la tentative d'un scénario. Ce qu'ils ont en tête, c'est ce dont Andreas parlait il y a un instant, c'est en fait un monde qui ressemblerait à un apartheid climatique. Un apartheid climatique dans lequel des pays des Nord auraient effectué, peut-être, s'ils y arrivent, une faible transition énergétique pour éco-blanchir un peu leur économie, pour faire comme si leur économie allait devenir un peu plus verte. Et de l'autre côté des frontières du Nord, c'est la poursuite, le renouvellement, la reproduction du grand pillage colonial qui se poursuit depuis 5 siècles. Alors voilà, en fait, cette idée d'un apartheid climatique, c'est une idée qui a été forgée par un rapporteur de l'ONU pour la pauvreté. C'est l'idée qui se dessine qu'il va falloir renforcer des frontières pour préserver les peuples blancs du Nord d'une immigration massive et des effets de la crise climatique. Bon alors, après avoir fait ce scénario catastrophique et après les 3 interventions précédentes, je pense qu'il faut quand même essayer de se demander ce que ça implique politiquement d'avoir une lecture de l'écologie en termes impérialistes. Qu'est-ce que ça implique dans la pratique? Qu'est-ce que ça implique dans nos manières de faire? Bon, je crois que ça implique 2 choses. Ça implique premièrement que les mouvements écologistes doivent faire une autocritique absolument formidable sur leur incapacité à penser l'impérialisme et sur leur devenir internationaliste. Ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de mouvements écologistes qui pensent des bifurcations dans le Nord, qui ne s'interrogent pas sur les effets d'une transformation de l'appareil productif dans les Nords sur les pays des Sud. Non seulement qui s'interrogent sur les effets, mais qui nouent des liens avec les organisations dans les pays des Sud et qui mettent au premier plan de leur agenda stratégique la question de ces alliances internationalistes. Et le deuxième point stratégique qui me semble important de faire, c'est que l'internationalisme, ça ne peut plus être un internationalisme entre les ouvriers blancs des pays des Nord, ouvriers et ouvrières blancs des pays des Nord, et les ouvriers et les ouvrières, les esclaves, les travailleurs des pays des Sud. Parce que la ligne de couleur, comme disait le théoricien Webb Du Bois, elle a été rapatriée au sein des pays des Nord après la période coloniale. Ce qui fait que l'internationalisme, il doit, pour reprendre un terme de Sadri Chiari, il doit aussi être interne, il doit aussi être domestique et décolonial. C'est-à-dire que l'internationalisme, il doit se jouer au sein des pays des Nord, entre des fractions dominées de la population, mais qui ne sont pas dominées de la même manière. On n'est pas dominé de la même manière quand on est un ouvrier blanc et quand on est un ouvrier non blanc. On n'est pas dominé de la même manière pour des raisons politiques qui dépassent le cadre du lieu de travail, mais qui sont aussi inscrites dans le lieu de travail. Je vous donne juste un exemple, et après, j'ai déjà été trop long, je m'arrête là-dessus. Dans le mouvement des agriculteurs, qui a traversé toute l'Europe, le mouvement des exploitants agricoles, donc il faut dire de capitalistes, petits et grands capitalistes, mais mouvement de capitalistes, dans ce mouvement, on a vu apparaître des revendications légitimes pour les revenus du travail, pour une partie de la population agricole qui n'arrive pas à subvenir à ses besoins. Mais en revanche, il y a une grande partie de la population des travailleurs agricoles qui était absolument absente. Les ouvriers agricoles de manière générale et les ouvriers agricoles racisés, saisonniers, travailleurs détachés,
travailleurs en situation irrégulière qui alimentent très largement l'économie européenne. Donc quand je parle d'internationalisme domestique ou d'internationalisme décolonial, ça veut dire que l'internationalisme il se joue aussi dans les mouvements sociaux au sein des pays du Nord, et c'est seulement à cette condition qu'on peut envisager une transition écologique, sociale et anti-impérialiste. Merci beaucoup. On aimerait rebondir sur ces questions de la gouvernance et de responsabilité, notamment en vous posant la question sur le niveau de gouvernance que vous considérez le plus pertinent pour aborder ces défis, donc les gouvernements nationaux, les entreprises, les gouvernances internationales renforcées, et comment concevoir cette transparence. Bon, sur la question de la gouvernance, c'est une question hyper compliquée, extrêmement générale. Dans la manière dont vous l'avez formulée, oui, je dévoile le fonctionnement, on a eu accès à des questions déjà formulées. Dans la manière dont vous l'aviez formulée, il y avait une question d'échelle. À quelle échelle est-ce que ça se joue? Est-ce que c'est à une échelle internationale, à une échelle nationale ou à une échelle locale? Alors bon, je vais mettre peut-être un peu les pieds dans le plat. C'est que je pense que la question internationale, c'est-à-dire l'attente que des gouvernements, notamment les gouvernements des pays du Nord, se mettent d'accord pour une transition écologique, sociale, elle n'a aucune perspective réelle dans la conjoncture. On a enchaîné suffisamment de COP pour savoir qu'il n'y a absolument rien à attendre d'eux. Il n'y a rien à attendre d'eux et il n'y a d'abord rien à attendre de cette échelle, de cette manière de penser, le fait qu'une gouvernance mondiale va pouvoir sortir des problèmes de la crise climatique. Mais je me contredis en même temps, immédiatement, ça c'est une vieille habitude des marxistes de savoir maîtriser la contradiction. En même temps, il va falloir se situer à des échelles de pouvoir, à des structures de pouvoir que les organisations locales, les expérimentations locales ne peuvent pas avoir. Il va falloir faire pression sur des multinationales, on parlait de Total il y a un instant, sur des entreprises extractivistes sur lesquelles aucune organisation locale ne peut faire pression en tant que telle. Donc, je corrige immédiatement ce que je disais il y a un instant, on ne peut pas attendre quoi que ce soit d'une gouvernance mondiale, mais en même temps, on ne peut rien faire sans passer par un échelon de planification écologique étatique, qui est, à ma connaissance, le seul échelon qu'on possède pour faire pression sur ces organisations-là. Bon, là j'en viens encore au moment un peu négatif. Je pense que la question écologique, elle se pose dans un contexte politique. Le contexte politique auquel on fait face, c'est celui d'une fascisation extrêmement rapide des sociétés européennes, occidentales et en particulier françaises. Donc je vais même dire que je crois que l'échelon national, d'avoir un État national qui aujourd'hui organiserait une planification écologique et sociale, est encore une perspective qui n'est pas à attendre pour demain. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'il faut se remettre simplement sur l'échelle locale? Non, ça veut dire que dans la perspective d'une prise de pouvoir, d'une transformation écologique et sociale de l'État, il faut construire des contre-pouvoirs. Il faut construire des contre-pouvoirs qui permettent, par exemple, de se réapproprier l'appareil productif, de commencer à se réapproprier l'appareil productif à des échelles territoriales, qui permettent de créer des contre-pouvoirs sanitaires, écologiques, sociaux, économiques à des échelles territoriales qui pourront ensuite faire pression. Par exemple, je pense que dans le contexte qui est le nôtre, à la fois de fascisation et de désindustrialisation, de délocalisation massive, etc., c'est extrêmement important d'envisager la création de mutuelles de bifurcation écologique et sociale qui permettent aux travailleurs et aux populations de se réapproprier l'appareil productif. De se réapproprier l'appareil productif pour commencer à le réorienter d'ores et déjà. Et pour le faire, comme je le disais, évidemment, avec la nécessité de le faire dans une perspective décoloniale, c'est-à-dire en prenant en compte le fait que tous les travailleurs ne se situent pas au même niveau dans les hiérarchies sociales et dans les hiérarchies raciales. Donc la constitution de contre-pouvoir, je m'arrête là, la constitution de contre-pouvoir, c'est un moment nécessaire, je crois, pour en venir à une conquête du pouvoir étatique et pouvoir faire pression sur les grandes organisations multinationales, internationales qui, elles, ne sont absolument pas prêtes à s'engager dans une quelconque transition.
Je ne vais pas être longue, parce que beaucoup de choses ont été dites. Je vais garder les alternatives à la fin, pour ça on respire un peu. Le diagnostic horrible et après on parle d'espoir. La question c'est à quel niveau se situe le diagnostic? Est-ce que c'est un problème de gouvernance transnationale pour gérer la crise, ou c'est à un niveau étatique, ou c'est au niveau des multinationales? J'ai bien compris la question. Ok, donc moi je vais dire deux choses et je pense que je vais être d'accord aussi avec Paul sur plein de choses, mais il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord, mais je vais commencer à parler. Donc, c'est clair, il faut. Il est clair que, évidemment, on a une gouvernance transnationale telle qu'elle est aujourd'hui, les institutions internationales, la Banque mondiale, l'FMI, toutes ces institutions-là, qu'elles fassent de la transition des politiques industrielles classiques ou de la transition énergétique, la philosophie est la même, c'est comment on trouve des moyens pour le capital pour extraire encore plus, que ce soit des ressources classiques, économies fossiles ou les minerais rares, on trouve le même procédé. Donc toutes ces institutions de gouvernance transnationales telles qu'elles sont aujourd'hui, elles servent à maintenir le pouvoir du privé. Ce pouvoir du privé, alors j'ai lu il n'y a pas longtemps un article très intéressant que je vous conseille dans le Monde Diplo de Myriam Larbi et Vincent, j'ai oublié son nom, qui explique par exemple comment le droit international du commerce et notamment avec les traités bilatéraux d'investissement qui se passent entre États et entreprises et multinationales, n'ont servi qu'à maintenir l'impunité totale et complète des multinationales. Alors ce qui est intéressant dans l'article, c'est qu'il parle de résistance de certains pays en Amérique latine, et notamment le Brésil, qui à l'époque de Lula entre 2006 et 2012 a refusé de signer des traités bilatéraux d'investissement justement par rapport à ce problème. Et effectivement, quand on regarde l'Amérique latine, en termes de souveraineté nationale ou en termes de politique industrielle, c'est le pays le plus à regarder par rapport à d'autres pays d'Amérique latine. Un autre cas de multinationale qui est intéressant, qui cristallise aussi le lien entre des enjeux géostratégiques, l'impérialisme et l'extraction des ressources, c'est le cas d'une entreprise, d'un acteur majeur du dessalement de l'eau en Israël, c'est Mekorot, qui se positionne comme un leader des solutions environnementales, un leader du greenwashing, qui, en partie, grâce aux accords de normalisation, les accords d'Abraham de normalisation avec les pays arabes, la Jordanie, le Maroc et les pays du Golfe, et aussi, et notamment avec la Jordanie, il a mis en place un système, alors le mot apartheid est intéressant parce que c'est le Israeli Week, Apartheid Week, c'est ça, donc là il y a toute une, donc on va l'utiliser dans le cadre de cette conférence-là. Donc il y a un apartheid au niveau de grâce à cette multinationale, il y a un apartheid qui a été mis en place en termes de gestion des ressources hydriques. Vous avez un pays à côté, le Liban, West Bank, Gaza et la Jordanie. La conjonction entre des traités bilatéraux avec les pays, la normalisation qui a été garantie évidemment par les Américains et la manière dont cette multinationale opère dans la région, c'est l'extraction des ressources hydriques de toutes les populations à côté. Donc ça, c'est aussi un exemple assez intéressant du pouvoir grandissant des multinationales, mais qui n'est pas tout seul, le pouvoir des multinationales. Ça se fait au niveau, au niveau aussi du lien avec les États et la capacité des États à avoir aussi des pouvoirs de négociation. Ensuite, ce que je veux dire, et ça c'est un point important, et là je vais parler de mon expérience autour des révolutions arabes et ce que j'ai vu en étudiant, en suivant ce qui se passe dans ma région. Ce qui est intéressant, c'est que quand il y a eu les révolutions arabes en 2011, il y a eu tout un mouvement pour dire, le slogan chanté un peu partout, c'était le même. Le peuple veut la chute du régime. La chute du régime, entendu, politique, économique. Et surtout, dans ce slogan du peuple veut la chute du régime, il y a eu une revendication implicite de souveraineté nationale. C'est-à-dire, on veut remettre en question le pacte néocolonial entre les élites occidentales et les élites locales, les élites économiques, politiques locales. Ce pacte néocolonial, c'est ce pacte-là néocolonial, et là j'arrive au rôle aussi des élites locales, économiques et politiques, a servi à maintenir
cette région-là dans une position de domination économique et politique et de dépendance vis-à-vis de l'Europe. Pourquoi je vous parle de cette histoire-là? Pour dire une chose simple, c'est qu'on a eu deux types d'offensives et deux types de réactions à la demande de souveraineté nationale de ces pays-là. Première réaction, c'est la réaction classique, c'est la guerre perpétuelle dans la région, là en Irak, en Syrie, partout, c'est vraiment, voilà, là c'est notre quotidien. Deuxième réaction, c'est une offensive néolibérale, on parle souvent de la Tunisie comme un exemple de transition soft, c'est ni soft ni rien du tout, c'est hyper violent, mais la forme est différente. En Tunisie, il y a eu la Banque mondiale, le FMI, ils ont tout fait pour confisquer le peu de souveraineté nationale, et notamment en s'attaquant aux services publics, et ils ont tout fait pour privatiser le service public. Il y a une résistance importante à ce niveau-là, mais c'était compliqué. Donc ces offensives se font par le biais des institutions internationales, supposées garantir la paix dans le monde, et se font aussi par la guerre classique. Et en même temps, c'est ce que je viens de raconter montre, et là je vais dans ton sens, c'est que l'échelle nationale, l'échelle de l'État, même si on peut penser l'État, je ne vais pas rentrer dans les discussions marxistes aussi, mais si on peut penser l'État comme le niveau où les élites locales et économiques s'accaparent la rente, on peut aussi le penser comme un champ de bataille. Et en tout cas, c'était le message des révolutions arabes, c'est on veut reprendre ce qui est à nous. Et là, quand je dis souveraineté nationale, et c'est un mot qui est souvent galvaudé par justement la montée du nationalisme et du fascisme en Europe. Souvent on dit « Ah, vous voulez du nationalisme dans le pays arabe, c'est du fascisme ». Non, le nationalisme, la revendication de souveraineté nationale, dès qu'on la connaît dans le monde arabe, c'est une revendication d'émancipation qui a un lien plutôt avec les luttes de libération nationale. Tout ça pour communiquer l'idée selon laquelle l'État reste un champ de bataille dans les pays occidentaux, dans les pays du Nord et aussi du côté sud. Ça, c'est un peu le premier point. Un deuxième point, parce que là, je n'ai pas pensé, mais quand tu l'as... sur la question de est-ce que les ouvriers blancs peuvent être solidaires sur la question de l'internationalisme de la classe ouvrière. Là, moi, j'ai aucune illusion. Pour moi, c'est juste pas possible. Et on le voit, on peut l'espérer. Je l'espère et je vais continuer à l'espérer. Mais là, on a une histoire longue, notamment du côté sud et du côté encore africain et les pays arabes. Je rappelle, par exemple, dans le cas tunisien, c'est le cas sur lequel j'ai beaucoup travaillé, c'est que quand il y a, si vous voulez, la question les États dans ces pays-là, c'est des États si vous voulez, le capitalisme dans ces pays-là est venu avec l'entreprise coloniale. Et donc, dans les entreprises, dans les mines, dans les entreprises coloniales dans ces pays-là, vous avez une hétérogénéité de la main-d'œuvre. Vous avez les Tunisiens, les Italiens, par exemple, dans le bassin minier à Gafsa, vous avez les Italiens au début, les Marocains, les Libyens et évidemment les Français. Et les Tunisiens qui sont arrivés tardivement dans cette entreprise-là. Le mouvement ouvrier dans ces pays-là a été lié à la genèse du capitalisme colonial dans ces pays-là. Donc on avait au début une main-d'œuvre hétérogène avec un mot d'ordre, ouvriers du monde entier, réunissez-vous, et notre ennemi c'est le capital. Cette revendication-là, pendant longtemps, a confisqué les mots d'ordre nationaux et les revendications de libération nationale dans ces pays, parce qu'au fait, ils se sont retrouvés, les Tunisiens, arnaqués, parce qu'au fait, ils faisaient le boulot, et les ouvriers, donc il y avait un pacte racial entre les ouvriers français et les bourgeois qu'ils détestaient par ailleurs, et ce pacte racial prenait toujours le dessus sur les enjeux de redistribution économique des richesses entre le Nord et le Sud. Cette histoire-là se répète inlassablement de manière différente d'un contexte à un autre. Let me just first point out that I didn't suggest that there's an analogy between imperial violence and the economic crisis. I don't think I used the word. I used the word articulation, by which I mean that these two things cause and form and shape each other. And I'm entirely in agreement with the proposition that they fundamentally stem from the same dynamic. So I don't think we should invent disagreements where there are none. We could go into the history around this dynamic and how it has developed. But as I understand the question now is, what level of governance could address the crisis?
and other sources of hope. Well, if we look at the climate crisis, there isn't much hope, but there is a little hope. And the most hopeful things that have happened in the past couple of years come again from Latin America, which is the continent where the left retains a capacity to seize state power. And I'm thinking in particular of what's going on in Colombia, whose president, the first left president in that country, has taken some very progressive and radical, in an international comparison, steps. Most prominently, he has in practice banned any new oil exploration in Colombia and the handing of new licenses to oil companies in that country, which is pretty sensational if you consider the fact that Colombia is heavily dependent on oil export, and the same with coal. But he's now pursuing a line that will mean that oil production will terminate in Colombia about 10 years from now. And Colombia is one of the largest oil producers in Latin America, so this is a fairly big deal if indeed this line of action survives. We don't know. This is the kind of politics that we need, where states who are controlled by the left, and a left that stems from social mobilization, as is the case in Colombia, closes the fossil fuel industry down. And as much as we hate most of the states that exist on this planet, it's difficult for me to see that anyone else could enforce a decision of this kind other than a state in the hands of the left, along the lines of what's going on in Colombia. Do you want to translate? Another hopeful instance is from Ecuador, where there has been a long-standing struggle around oil extraction in the Yasuni National Park, and that struggle seemed to be lost because oil extraction actually commenced in that national park. But last year there was a referendum that ended in an overwhelming win for the opposition to oil extraction. So the outcome of this referendum was that the investments that have already been made in oil production within the Yasuni National Park, which is an extreme biodiversity hotspot and home of indigenous peoples, has to be dismantled. This is the first time that a popular referendum decides that existing investments in fossil fuel infrastructure have to be shut down. Now, unfortunately, because of the political crisis in Ecuador, and because the state is now in the hands of the right, this decision might be ripped up. But at least it shows the potential for, again, very, very long-standing popular struggles from below in Ecuador reaching state power in the form of a referendum. And both these cases, Colombia and Ecuador, I think, point to a dialectic between social movements that in both cases have been active for a very long time, that have employed a great diversity of tactics in their various struggles, and actual state power. And the case of course, the case of Ecuador indicates what happens if you lose state power to your enemy, because then all your gains might be lost. This is, of course, a lesson from the Arab Revolution as well. If you don't seize the state and use it for your purposes, then it's the enemy who seizes the state and uses it to crush you. This is the lesson from Egypt and many of the other Arab revolutions, as far as I can take. On va s'intéresser au système économique global à nouveau, mais cette fois-ci en s'intéressant aux puissances émergentes telles que la Chine, la Russie et l'Inde. Donc, Monsieur Guibert et Monsieur Ferdinand, on aimerait avoir votre avis sur le rôle de ces nations dans le devenir de la crise climatique. Alors, j'avais noté des choses avant, en fait, je prends la parole. Allez-y. Voilà. Je voudrais revenir sur quelque chose, sur le langage, en fait, sur les mots. Aujourd'hui, on a des disciplines qui étudient les sciences, étudient la façon dont les sciences sont produites, sociologie des sciences et techniques, histoire des sciences. Et l'un des résultats de ces disciplines, de ces études, c'est de montrer que
en fait, plus le corps de chercheurs et de chercheuses qui constitue un champ est varié, divers, meilleure est la qualité de la recherche. Donc si on revient au point que j'ai fait tout à l'heure en disant que finalement l'environnementalisme et l'écologie a été historiquement un milieu relativement blanc dans la construction de l'enjeu écologique, dans la construction de l'enjeu de la crise climatique, alors on peut aussi interroger finalement le langage, les concepts qui sont proposés pour pouvoir penser ces enjeux. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a des termes qui permettent, dans leur utilisation, d'invisibiliser certaines des dominations en cours. On va parler d'un terme qui, peut-être je n'ai pas très bien compris, mais n'a pas vraiment été utilisé aujourd'hui, c'est celui de capitalisme racial. Paul en a parlé en rappelant que finalement l'esclavage transatlantique, notamment à travers le livre d'Eric Williams, trinidadien, Capitalisme et esclavage, qui montre que l'esclavage transatlantique, l'esclavage colonial des Amériques a permis une sorte d'accumulation nécessaire à l'émergence du capitalisme. Mais cela reste pensé que comme une contingence, comme quelque chose de le capitalisme est né là, comme par hasard, et puis en fait, la vraie essence de l'affaire se situe après, temporellement après. Et que du coup, en maintenant en ne nommant pas le capitalisme racial comme capitalisme racial, en fait, on maintient une invisibilisation de cette question. Cela veut dire qu'il ne suffit pas juste de penser les problèmes, il faut à la fois penser les outils avec lesquels on peut les penser, si vous me suivez. Y compris les mots, y compris le langage, y compris la langue même, dont on la pense. Voilà. Ça c'est un premier point. Et la langue à partir de laquelle on va formuler les objectifs politiques. L'exemple typique, finir avec les énergies fossiles, très bien, c'est un objectif politique fort. Faire face ou avoir une justice climatique, enfin voilà, c'est fort. Mais en fait, on peut très bien, vu que le monde on va dire, crise climatique est déjà un monde inégal, est déjà un monde violent, est déjà un monde patriarcal et raciste, on peut très bien imaginer une situation où on finit avec l'exploitation d'énergie fossile, tout en maintenant finalement un système, une société raciste, des sociétés coloniales, des sociétés qui maintiennent ces formes de domination. Prenons en compte cela, ça nous engage à reformuler différemment les objectifs politiques. La crise ou la crainte de la fin du monde, on voit comment ça travaille beaucoup de personnes en France aujourd'hui. On a une réémergence de la pensée sauvage, ou une réémergence du vivant. En fait, ça fait 500 ans que des peuples autochtones sont déjà dans une position de fin du monde. Et donc, si on part de ce point de vue, on voit que l'exigence de faire face à la crise climatique, l'exigence de faire face aujourd'hui aux énergies fossiles n'est pas suffisante en tant que telle si derrière il n'y a pas une action pour reconnaître la dignité de ces peuples. On est à Paris, on est à Dauphine, on est à l'université Paris-Dauphine. Vous savez très bien qu'on peut parler d'une forme de ségrégation raciale du corps enseignant et des chercheurs. C'est pas seulement à Paris-Dauphine, c'est dans l'université en France, qu'il y a une répartition racialisée du travail, du labeur intellectuel. Vous avez été accueillis quand vous êtes rentré à l'université. Vous avez vu la couleur des personnes qui vous ont accueillis. Vous avez peut-être mangé à midi. Vous avez vu la couleur des personnes qui vous ont servi. Voilà. Bon, juste pour dire ça. Et pourtant, nous sommes un pays qui, encore aujourd'hui, bien qu'il ait passé une loi qui reconnaisse l'esclavage comme crime contre l'humanité, n'a engagé aucune véritable action de réparation. Et donc, on ne peut pas tout simplement dire nous sommes universalistes, du coup on n'a pas à faire face à ces questions. Nous devons aussi nous engager dans des actions de réparation, y compris dans les politiques de savoir qui vont en retour aussi informer le langage même de la lutte politique. Que c'est le langage même de la lutte politique qui doit être, d'une certaine façon, décolonisé. Oui, alors ok, on change complètement de sujet. Changer de cerveau, on passe aux questions géopolitiques
l'intervention de nouvelles puissances géopolitiques mondiales. Donc la question, elle porte, je crois, sur le rôle de pays comme la Chine, l'Inde ou la Russie dans la transition climatique à l'échelle mondiale, la transition écologique. Bon, la première chose à dire, je pense, et à avoir en tête, c'est que, enfin, on n'a pas de leçon à faire à ces pays. On n'a pas de leçon à faire à ces pays parce que d'une part, ça ne servirait pas à grand chose, et d'autre part, parce qu'on n'arrive déjà pas à faire des transitions écologiques à 60 millions ici. Donc, bon, faire des leçons à d'autres, ça n'aurait pas grand intérêt. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de constater, quand on prend l'exemple d'un pays comme la Chine, par exemple, comment en fait ils transforment quand même la carte des rapports nord-sud et des rapports entre les États capitalistes sur la question écologique. Parce que d'un côté, alors la Chine est évidemment le principal émetteur de CO2 dans le monde, principal consommateur de charbon et un des très grands consommateurs de pétrole. Donc c'est évident que c'est un des pays qui pollue massivement. Mais qui pollue, rapporté à la population individuelle, à chaque individu, qui pollue peut-être moins que d'autres, d'une part. D'autre part, qui, depuis 2010, le 13e plan quinquennal, s'est engagé dans une transition énergétique en termes d'énergie fossile assez importante, qui fait que, par exemple, la Chine détient aujourd'hui 30% de tous les moyens installés de panneaux photovoltaïques et d'énergie renouvelable en électricité. Donc d'un côté, il y a des États comme la Chine qui pèsent en fait dans la transition énergétique, qui veulent même d'ailleurs se revendiquer parmi les principaux pays à la pointe de la transition énergétique, et qui d'un autre côté sont en même temps des principaux émetteurs de CO2 et de principaux émetteurs consommateurs de charbon, et qui dans le même temps aussi poursuivent des politiques extractivistes extrêmement importantes partout sur la planète. Par exemple, maintenant en Amérique latine, on en parlait, par exemple en Argentine, les principales entreprises extractivistes, c'est des entreprises chinoises. C'est des entreprises chinoises qui sont parmi les principales qui extraient les ressources, que ce soit du lithium ou autre chose. Donc ça veut dire que évidemment, c'est des entreprises qui vont, des pays et des entreprises qui peuvent avoir la volonté de changer à un niveau géopolitique et qui vont à un niveau géopolitique changer les rapports nord-sud, mais qui en même temps, pour l'instant, sont aussi dans la poursuite d'une économie fossile et dans la poursuite du capitalisme, de la reproduction de l'accumulation de valeur et de l'accumulation capitaliste. Well, just very briefly on China, I agree with what Paul said. I just want to add that the emissions explosion that happened in China a little more than 20 years ago was primarily caused by the relocation of industrial manufacturing from other countries into China because there was cheap and disciplined labor power in China. And this is still a major driver of the CO2 emissions in China. That China produces commodities that are then exported to France and to Sweden and to the US, but they are counted as Chinese emissions because they happen to occur within the Chinese territory. But within a globalized process of capital accumulation where the profits and the commodities do not necessarily stay or end up in China. They tend to flow into the global north. This is not to say that the Chinese state is not to blame for what it's doing, and I'm quite allergic to these kind of post-Maoist glorifications of China, ecological civilization, this bullshit that you can read in Monthly Review, and John Bellamy Foster, he really still thinks that China is loyal to some kind of ecological Marxist project, which I think is total delusion. I don't even think that China is pursuing an energy transition, and I think it's important to keep this analytically distinct from an energy addition. When China is expanding its solar power capacity, it doesn't thereby shift from fossil fuels to renewables. It just adds renewables on top of the fossil fuels. For climate, it doesn't matter how many solar panels
we put up or how many wind turbines we build if we also continue to take out the coal and the oil and the gas. And this is the general pattern in the world right now, where there is no energy transition happening anywhere, except for perhaps in Colombia, where this is actually an attempt to shut down fossil fuel production. What we have is just a rush for more of everything, more fossil fuels and also more solar and wind. But that's utterly meaningless if you want to limit global warming, as long as you keep taking out fossil fuels. And China here is completely out of control, because in the last few years, the Chinese state has given permits to, on average, two new coal-fired power plants per week, which is an absolutely insane rate of new investment in coal production. So, yeah, China is a very, very, very big nut to crack, given the role it plays in global capital accumulation, but also given the kind of state that rules that country. Yeah, I'll leave it. Merci pour vos réponses. Alors, on est un peu pressé par le temps, donc on va avoir 20 minutes pour vous poser une question plus large sur les solutions, parce que vous avez tous des positions très différentes sur la question. En Erasmus, vous êtes plaidoyer en faveur de l'action directe et de la désobéissance civile. Paul Guilibert, vous avez une approche différente, vous avez un accent sur la nécessité de travailler à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du système. Malcolm Ferdinand, vous accordez grande importance à la recherche des savoirs et la discussion plus à l'anticolonialisme, donc je vous pose une question plus ouverte sur les solutions que vous proposerez pour cette climatique et... Alors, en fait, j'ai pas de solution, mais je pars d'un constat, j'ai vraiment aucune solution. Mais je vais partir d'un constat. Ce qu'on constate aujourd'hui, que malgré tout, malgré les tentatives de gouverner et les Palestiniens, les musulmans, les réfugiés, la planète, il reste quelque chose d'ingouvernable. Donc en fait, l'espoir déjà vient de ce côté complètement ingouvernable. Il y a de la mauvaise herbe qu'on veut éliminer et ça n'élimine pas. Donc ça c'est la partie espoir. Donc en fait, quand je vois les Palestiniens, quand je vois tous les mouvements de solidarité avec la Palestine disent nous sommes tous des Palestiniens, c'est pas juste un soutien comme ça, nous sommes tous Palestiniens, c'est qu'une bonne partie de la planète, dans les pays du Nord et dans les pays du Sud, s'identifie à la condition de résistance et aussi de refus de cet ordre-là. Après, c'est pas suffisant. Donc là, c'est un constat général, mais il n'est pas suffisant. Il y a plusieurs problèmes. Alors, ça dépend où est-ce qu'on se place. Hein. C'est clair que par rapport aux interventions, je pense qu'il y a un consensus général entre nous quatre sur le fait qu'on ne peut pas continuer avec le système et qu'il y a un enjeu de transformation radicale parce qu'on est en train de cogner contre le mur. Maintenant, comment faire ? Dans les débats, il y a plusieurs tensions. Moi, je vois une première tension au niveau il y a un enjeu aujourd'hui, et ça a été rappelé par Malcolm sur rappeler, quand on parle d'écologie décoloniale, la manière dont on a tué ou détruit les savoirs indigènes locaux un peu partout dans cette planète-là. Ça, c'est une dimension importante, mais en même temps, il y a un enjeu de comment réfléchir à articuler cette prise de conscience du fait qu'il y a un savoir qui a été mutilé par ailleurs, parce qu'il y a très peu de régions où on a un savoir complètement protégé de l'interférence générale, et en même temps, on pose la question du pouvoir. Si on veut être cohérent avec le lien entre savoir et pouvoir, quid du pouvoir ? Quelle stratégie on va faire ? Quel type d'organisation ? Donc ça, c'est une question classique qu'on se pose. Et dans les organisations, donc, il y a plusieurs niveaux quand on parle de quel type d'organisation. Il y a plusieurs niveaux de réflexion. Je vais commencer encore une fois par la Palestine. La Palestine, on voit trois types de mobilisation. On voit une mobilisation de résistance à l'intérieur du système incarné par la Cour internationale. En Afrique du Sud, elle va demander des comptes à Israël. Donc là, on joue par le jeu du système international qui a été mis en place avec la Deuxième Guerre mondiale. Qu'on soit d'accord ou pas avec cette stratégie-là, elle existe et il y a un bilan mitigé là-dessus. Deuxième stratégie, c'est ce que font les Yéménites en bloquant les moyens de production, et je pense que Andreas pourra parler là-dessus mieux que moi. Donc là, il y a un enjeu de blocage de moyens de production qui porte ses fruits, et ses fruits de manière complètement immédiate, et on l'a vu dans le soutien apporté aux Palestiniens.
Et puis, il y a l'ensemble des mouvements de solidarité qui renouent avec une tradition qui était là dans les années 50-60, qui est une tradition de solidarité internationale avec les luttes des peuples pour l'émancipation. Et là se pose une autre tension qui est, et là je fais le lien avec la révolution arabe, c'est la tension autour des organisations horizontales. Aujourd'hui, il y a une prédilection, ce qui est largement débattu, ou en tout cas à la manière, je parle des révolutions arabes, donc on va parler de révolution Facebook, on va dire en fait c'est des gamins sur les réseaux sociaux qui ont permis, grâce à Facebook et aux réseaux sociaux, de déclencher des vagues de révolution. Ça c'est archi faux. Ce qui a permis des révolutions arabes, c'est des années d'accumulation de luttes organisées sur le terrain et complètement invisibles et qu'on ne voit pas. Donc ça c'est une première idée sur laquelle il y a... les organisations horizontales en tant qu'utopie, c'est né justement des mouvements de gauche, mais là, ça a été complètement confisqué et ils sont en train de nous empêcher de poser deux questions fondamentales. C'est la question de quel type d'organisation et de voir qu'une organisation horizontale ou verticale ne résout pas la question du pouvoir. Donc, comment on peut penser l'articulation entre l'organisation d'un contre-pouvoir et au sein de cette réflexion autour de quel type d'organisation alternative, poser encore une fois quel type de pouvoir et comment neutraliser les dérives du pouvoir, parce que le pouvoir, il y en a partout et ceux qui sont militants ici savent qu'on doit gérer différentes problématiques dès qu'il s'agit d'organiser sur le terrain, pas sur Facebook. Sur Facebook, on peut faire un événement et tout le monde débarque. Donc là, ça c'est une deuxième chose très importante. Donc une tension sur quel type d'articulation, de prise de conscience sur la déconstruction de tous ces mythes-là autour du savoir, ou des vocables comme transition énergétique ou compensation financière. À la COP28, c'était la compensation financière pour les pays du Sud, ce qui est terrible parce qu'au fait, on est en train de dire l'Afrique, les pays du Sud ont besoin de nous, mais au fait, l'Afrique, les pays du Sud n'ont pas besoin des pays du Nord, ni pour la transition, ni pour rien du tout. Il faut juste que les pays du Nord arrêtent de les piller. Et là, on aura franchi une autre étape dans la réflexion. Et quand on dit on veut aider l'Afrique, il faut toujours comprendre que c'est l'Afrique qui est en train d'aider les pays occidentaux. Donc ça, c'est un dernier point important. Et du coup, j'ai perdu le fil, mais je vais arrêter parce que je laisse la parole Je vais finir par deux choses importantes. Joseph Borrell, il a dit l'Europe c'est un jardin propre et on est envahi par la jungle par ailleurs. Donc, je pense que ça résume la contradiction au sein des pays du Nord autour du fait que ce n'est pas des deux réalités qui coexistent. Il y a une réalité, un vrai désir de changement climatique, de transition écologique, et il y a l'autre réalité des pays du Nord qui font la guerre ailleurs. La deuxième réalité est la condition de la transition écologique aujourd'hui dans les pays du Nord, et ça il faut vraiment garder ça en tête. C'est deux réalités complètement, elles ne coexistent pas. L'une, c'est-à-dire la guerre qu'on fait à la jungle, où la jungle peut être aussi à l'intérieur, on l'a vu avec les Gilets jaunes, et la condition de toute la réflexion autour du changement climatique, de transition énergétique et des énergies renouvelables. Je vais finir. Le délégué général en 1937, en Tunisie, suite à la première révolte du bassin minier, il a dit « Les indigènes tiennent à leur terre, même si elle est ruine. » Mon ami journaliste Essam Abdallah, qui a été tué par les frappes israéliennes dans le sud du Liban, le dernier post Facebook, il a dit quittez les réseaux sociaux, la bataille est autour de la terre et se fait par la terre, et la terre n'oublie jamais de rendre justice aux opprimés. Et je finis là-dessus. Merci beaucoup Léla pour cette intervention. Bon, je vais essayer de réfléchir en même temps que je parle. La situation est la suivante. Bon, il y a un blocage globalement complet des institutions politiques et la possibilité de la prise du pouvoir. Ça, je l'ai déjà dit, mais je pense que c'est important de l'avoir en tête. Là, il y a un blocage réel. Or, et c'est le deuxième point, on ne peut rien faire sans, à un moment donné, prendre le pouvoir pour organiser une planification étatique, écologique de l'appareil productif. Alors, en fait, la question, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qui se passe en France? Il faut repartir de ce qui se fait déjà.
pas à partir de nos fantasmes intellectuels, à partir de ce qui se fait déjà. Aujourd'hui en France, le mouvement le plus radical, je pense en termes d'écologie, c'est les soulèvements de la Terre. Mouvement qui est le plus radical dans ses techniques, les techniques qui mobilisent, la variété de ces techniques, et aussi sa capacité à aller à la confrontation, mobiliser des techniques violentes, etc. Ils aboutissent de manière réelle à tout un ensemble de confrontations, à changer le rapport de force sur des questions ponctuelles. Ils aboutissent à changer le rapport de force sur des questions ponctuelles comme celle des bassines, on pense évidemment à Sainte-Soline. Le problème, évidemment, c'est que quand on en reste là, après les bassines, il y a des autoroutes, après les autoroutes, il y a d'autres projets d'urbanisation, et en fait, c'est infini. La lutte contre tous ces grands projets, elle est infinie. Pourquoi ? Parce qu'il me semble que ce qu'il y a d'extrêmement fort dans ce mouvement, sa radicalité, c'est aussi le signe d'une de ses absences. Le signe de son absence, c'est le fait qu'il y a pour l'instant une impossibilité dans le mouvement écologiste à faire alliance avec les travailleurs, à faire alliance avec ceux qui organisent la production, qui produisent les marchandises, qui les font circuler, qui font qu'il continue à y avoir une économie fossile et capitaliste. Et en fait, je pense que si on veut réfléchir à la perspective d'une transformation, à la perspective d'une reprise du pouvoir, il faut penser une articulation entre des luttes écologistes et ceux qui produisent, ceux qui sont au cœur de l'appareil productif. Pourquoi est-ce qu'il faut repenser la place des travailleurs ? Mais pour deux raisons assez simples. La première, c'est que les travailleurs sont au cœur de la machine qui détruit l'environnement, qui détruit la planète. C'est eux qui produisent, extraient, font circuler et sont là où les destructions ont lieu. Et la deuxième raison, c'est que c'est eux qui ont le pouvoir. Ça, c'est un vieux mot d'ordre du mouvement ouvrier marxiste. C'est les travailleurs qui ont le pouvoir de bloquer l'appareil productif. Alors, il ne faut pas en rester à une analyse strictement économique qui dirait que tout se passe dans le monde du travail, dans le monde de la production et dans le monde économique. Parce que ce qui compte, c'est de changer les rapports de force politiques. Et ça, c'est la grande force des soulèvements de la Terre. C'est de se dire que c'est politiquement qu'on va changer des rapports de force. Mais on ne changera pas les rapports de force politiques, je crois, si on ne se réapproprie pas l'appareil productif, si on n'établit pas des liens avec ceux qui gèrent l'appareil productif, ceux qui gèrent l'économie et ceux qui ont la capacité de le bloquer ou de l'interrompre. Je vais revenir sur deux choses. L'importance de pouvoir visualiser un horizon politique qui ne soit pas uniquement formulé dans les termes techniques. Là, dans les questions, on a parlé par exemple de limiter l'émission de gaz carbonique, de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Mais la limitation, c'est-à-dire que l'exigence technique n'est pas un objectif politique. Ce n'est pas limiter le réchauffement climatique, ce n'est pas un objectif politique en tant que tel. C'est un objectif technique. Et cet objectif technique peut être atteint par n'importe quel type de gouvernement, fasciste, ou de gauche, ou totalitaire, ou démocratique. Donc ça veut dire que dans le langage, dans le vocabulaire, dans le concept, dans ce qu'on envisage, il faut pouvoir aussi peindre cet horizon de choses désirables, de désir de vie, de dignité, de pouvoir le formuler en termes de rapport avec les uns et les autres, en termes de rapport avec les écosystèmes, en termes de rapport dans une dimension aussi transgénérationnelle, historique, présent et futur. Le soulèvement de la Terre, j'adore, je les soutiens de plusieurs façons. Pourquoi ne sont-ils pas Mayotte ? Pourquoi ne sont-ils pas Mayotte ? Parce que Mayotte fait partie d'un de ces territoires qu'on appelle les Outre-mer et qui est, voilà, qu'on peut désigner comme une des anciennes colonies de la France. C'est-à-dire que les conditions coloniales de ce pays ne permettent pas, dans certains territoires, l'émergence d'une mobilisation écologiste puissante et forte. Alors oui, bien sûr que prendre le pouvoir est nécessaire, mais le pouvoir n'est pas uniquement dans, on va dire, dans le fait de briguer un mandat.
évidemment, pourquoi les seuls mandataires ne sont pas à Mayotte? Parce que ces territoires qu'on appelle les Outre-mer sont aussi des territoires qui sont extrêmement militarisés. Et que c'est une conséquence quand on doit se faire face à des militaires. Enfin bon, je n'ai rien à apprendre de ce mandataire, évidemment, ce qu'on a vu à Sainte-Soline. Mais ce que je dirais ici, aujourd'hui, et ce que je dirais en m'adressant à la France et à ceux qui habitent la France, c'est que c'est important, évidemment, d'avoir toutes ces stratégies, y compris de solidarité avec la Palestine et le peuple palestinien. C'est important de manifester l'offuscation, l'horreur, son indignité face à ce qui se joue. En même temps, pour être cohérent, il faut aussi qu'on puisse regarder ce qui se passe ici et de voir les connexions dans les logiques coloniales qui sont encore là. Et que ça veut dire qu'il faut pouvoir, et je m'adresse surtout à ceux qui sont de gauche, qui, bien sûr, vont avoir une gauche, mais qui refusent de faire face à la question du racisme, qui refusent de faire face à la manière dont, en tant que pays, on va hériter de la question coloniale. On va proposer autre chose, un autre modèle de société. Comment peut-on le faire quand encore, devant l'Assemblée nationale, on a des statuts de personnes qui ont écrit le Code noir? Quand on a encore, dans l'enceinte de l'établissement où on passe les lois de ce pays, il y a encore des peintures racistes. Allez voir la peinture d'Hervé Di Rosa, qui est censée être en hommage à l'abolition de l'esclavage. C'est une insulte à l'intelligence humaine, cette peinture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, oui, il faut pouvoir imaginer une France décoloniale qui ne concerne pas uniquement les anciens colonisés, les descendants d'esclaves, esclavisés, mais qui permet aussi d'émanciper l'ancien colon et ceux qui se rattachent à l'ancien colon. Il faut pouvoir imaginer une autre France pour pouvoir imaginer d'autres formes de solidarité fortes et puissantes à l'international. Merci beaucoup pour toutes vos interventions. Merci également à Mme Campbell qui a permis de